Bonjour à tous, Émilie Kovacs, je suis la fondatrice et la rédactrice en chef d'ecopo.fr, ekopo.fr. C'est un journal en ligne spécialisé dans l'économie positive, la transition économique positive. Régie, allons-y, c'est parti. Pour la table ronde, ensemble plus créatif. L'idée, c'est de savoir comment on peut travailler ensemble de manière intelligente. Alors, j'ai à côté de moi Emmanuel Léger, qui est directeur du programme Data City chez Numa. Il va se présenter tout à l'heure. Bonjour. À côté, nous avons Christine Grez, qui est directrice développement immobilier Link City chez Bouygues Construction. Bonjour. Et à côté, nous avons Jean-Marc Nourel, qui est country manager chez Mangopé. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Et je passe tout de suite la parole à Emmanuel, qui va se présenter brièvement. Bonsoir à tous, merci d'être là. Brièvement, Data City, j'ai la chance de diriger ce programme. Data City, c'est un programme d'open innovation lancé par Numa en partenariat avec la ville de Paris il y a 3 ans et qui part du double constat. Premièrement, des solutions tech sont nécessaires pour répondre aux enjeux de la ville de demain en utilisant la donnée. Et donc, on fait le lien avec le débat d'avant. Deuxièmement, ces solutions sont peu mises en œuvre parce qu'on part du problème de la collaboration entre les différents acteurs. Voilà. Pourquoi il y a des enjeux de collaboration? Pour des raisons évidentes, que ce soit la réglementation des marchés publics, les cloisonnements des opérateurs urbains, le cloisonnement à l'intérieur des grands groupes entre le service, par exemple, informatique et le service innovation. Et donc, notre ambition chez Numa, c'est de faire collaborer ensemble tous ces acteurs pour créer des prototypes aux problèmes urgents que les villes ont et auxquels elles font face tous les jours. Donc, Christine Grèce, je travaille donc chez Link City, qui est la filiale de développement immobilier de Bouygues Construction. Link City se positionne de plus en plus comme un opérateur urbain, donc il n'intervient plus simplement pour développer un bâtiment, mais à l'échelle d'îlots, de quartiers. Et donc, c'est des vrais morceaux de ville, finalement, qu'on construit aux côtés des collectivités. Et on ne peut pas se permettre de travailler en silo. Donc, l'enjeu pour un acteur comme Link City, c'est de fédérer des compétences multiples, d'aller chercher les meilleurs partenaires. Donc, je dirais qu'ensemble, plus créatif, on le vit au quotidien sur nos projets. Et puis, à titre personnel, je pilote un projet de démonstrateur industriel de la ville durable à Marne-la-Vallée. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Et vraiment, l'idée, c'est de collaborer très en amont avec des acteurs aux compétences complémentaires des nôtres pour développer un projet urbain innovant, à la fois en termes énergétiques, de mobilité, mais aussi de gestion des data. Et donc, c'est un exemple intéressant de collaboration. Et puis peut-être aussi, j'expliquerai comment le numérique, c'est quand même le grand sujet aujourd'hui, comment le numérique impacte la ville et la manière de la fabriquer, comment on peut utiliser ces outils pour consulter plus largement le citoyen, justement, dans nos projets urbains. Et c'est vrai que le numérique, aujourd'hui, a un levier assez formidable de ce point de vue-là, qu'il faut utiliser à bon escient, on l'a vu tout à l'heure, mais qui est vraiment très porteur de solutions. Merci Jean-Marc. Bonjour à tous, donc Jean-Marc Nourel, je suis donc le country manager de Mangopay, qui est une solution de paiement, la petite sœur devenue grande de la société mère qui est Litchi.com, le fameux service de cagnotte en ligne. Et nous, de notre côté, on est aujourd'hui, par la force des choses et des avancées technologiques, on a la possibilité en effet d'aider différents acteurs qui agissent notamment dans tout ce qui est data ou smart cities. Le service, puisque le service de paiement en fait qu'on propose aujourd'hui pour historiquement des marketplaces ou des plateformes de crowdfunding est aujourd'hui utilisé pour potentiellement toutes les sociétés qui doivent réaliser de l'encaissement pour compte de tiers. Et lorsqu'on parle de smart cities, par exemple, comme on le disait tout à l'heure,
on est forcément... il y a forcément un peu de paiement derrière, et ça on pourra en parler un petit peu, mais notamment quand le consommateur devient producteur, il a besoin potentiellement de pouvoir également recevoir son argent, aider les villes également à aller devoir payer les différents acteurs qui vont interagir sur son territoire. Donc voilà, on aide un peu tous ces projets aujourd'hui par la force des choses, et puis des startups aussi qui se lancent sur des gestions locatives par exemple. Il y a beaucoup de startups qui se lancent dessus, mais également des grands groupes. Donc voilà, on aide un peu tout le monde aujourd'hui sur les notions de paiement, qui est un axe essentiel du coup. Et je crois que vous êtes tous d'accord pour dire qu'il faut travailler collectivement. Le débat ne sera pas ici, à mon avis. La question aujourd'hui, c'est de savoir si c'est facile ou pas, et ça n'est pas tant que ça. Ça soulève d'autres questions en amont. Comment des acteurs privés, publics peuvent collaborer ensemble sans se tirer la couverture à chaque fois. Comment on peut réinventer du coup une façon de travailler collective en mettant vraiment au cœur l'intérêt général. Je crois qu'il peut primer avant les intérêts de chacun du coup. Emmanuel peut-être. Oui, je pense que personne ne va dire ici que ça ne va pas être le centre du débat de non, il ne faut pas collaborer. Je vais vous donner un exemple, peut-être qui va vous parler. Donc, dans le cadre du programme Data City, de la saison qui est en cours en ce moment, on a un projet qui est de créer un outil d'implantation des bornes électriques dans la ville. C'est un vrai sujet de la ville de Paris. Et la ville ne dispose pas des données suffisantes pour savoir où sont les utilisateurs, qui est intéressé par le véhicule électrique, quels sont leurs usages. Voilà. Donc typiquement, un exemple concret. Donc aujourd'hui, on travaille chez Numa à créer ce cadre dans lequel, un cadre de confiance, dans lequel, et ce n'est pas qu'un cadre in abstracto avec une salle dans laquelle les gens vont bosser, c'est-à-dire que c'est aussi un programme dans lequel on les fait rentrer parce qu'il y a tout un enjeu de se faire confiance et apprendre à se connaître entre des acteurs qui ont des cultures très différentes, qui vont venir du monde des startups, qui vont venir des services publics, qui vont venir des grands groupes, où on va croiser la donnée, donc pour revenir à mon débat, on va croiser la donnée de la ville sur les implantations de la voirie, on va croiser les données de Bouygues Energy Service qui est partenaire sur ce challenge et qui va nous donner les données d'utilisation des bornes de recharge électrique. On va utiliser les données d'ALD Automotive, filiale de Société Générale, qui va apporter son expertise sur la mobilité électrique, et de Sopra Steria, qui va nous aider à comprendre les comportements des usagers. Et on fait travailler ensemble ces groupes, une start-up qui va être sélectionnée, dont on va annoncer le nom, qui est en cours de sélection, dont on va annoncer le nom le 28 février, et bien entendu les services de la voirie de la mairie de Paris. Donc concrètement, le plus difficile dans ce type de programme, c'est de faire tomber les barrières et comprendre qu'on travaille tous ensemble à un projet et d'accepter que personne ne sache encore exactement sur ce projet qui va tirer les marrons du feu. C'est-à-dire que qui va commercialement bénéficier des innovations qu'on va pouvoir apporter. Et ça, je crois que c'est le plus difficile. Quand on est interrogé sur ces sujets, très vite, c'est ne soyons pas naïfs, quoi. Où est le ROI? Comment j'ai un retour sur mon investissement? Très bien, je vais collaborer, mais qu'est-ce que ça veut dire si tel ou tel groupe va prendre mes données? Voilà. Donc je pense que les enjeux, il y a d'abord éminemment un enjeu culturel, d'accepter de lâcher prise. Et c'est pour moi un des principaux travaux sur lesquels on doit pouvoir avancer. Voilà. Oui, exactement. Ce n'est pas uniquement économique. Derrière, il y a d'autres enjeux. On parle de valeur aussi. Oui, c'est vrai. Si je prends l'exemple du démonstrateur industriel de la ville durable à Marne-la-Vallée, qui regroupe des acteurs, des poids lourds comme la RATP, Enedis, mais aussi des startups, enfin plutôt startups telles la MBX ou Bouygues Energy Service encore. Il y a une première étape effectivement de confiance à installer entre les acteurs qui ont parfois des intérêts divergents. Notamment quand on parle de smart grid énergétique, faire travailler un spécialiste du smart grid énergétique qui va plutôt réfléchir à comment on va partager l'énergie produite localement, l'utiliser localement, tous les sujets d'autoconsommation, et puis un Enedis au départ qui n'était pas forcément, regardait pas forcément d'un très bon œil tout ça. On a réussi, ça fait 18 mois que ce consortium a été créé, on a réussi à créer la confiance et l'échange et la volonté de travailler
travailler ensemble pour trouver des solutions qui vont être les plus performantes possibles. Alors effectivement, la difficulté, c'est que le chemin, il n'est pas balisé parce qu'on est vraiment sur un projet d'innovation. Notamment sur l'aspect énergétique, l'objectif est de voir comment on peut réduire les infrastructures énergétiques en diminuant les pics de consommation grâce à du stockage de l'énergie produite dans les bâtiments, grâce à des mesures d'effacement. Et pour que tout ça, ça fonctionne, évidemment, il faut un système intelligent de gestion des données. Et donc, tous les acteurs, à la fois les experts du bâtiment qui sont autour de la table, les experts de l'énergie, et puis les experts de la mobilité aussi, parce qu'on a un très gros enjeu autour de l'énergie nécessaire pour recharger les véhicules électriques, qui peuvent aussi être des instruments de stockage de l'énergie au passage. Donc, on voit bien que toutes les expertises doivent être autour de la table pour trouver des solutions nouvelles et puis des modèles d'affaires, parce que rapidement, on peut avoir plein de super bonnes idées, mais il faut qu'il y ait un retour sur investissement, il faut qu'il y ait un équilibre économique qui puisse ressortir de tout ça. Donc c'est aussi ces sujets-là qu'on met sur la table. Et c'est indispensable de trouver ces modèles d'affaires ensemble parce que chacun connaît bien son business model. Et c'est avec la bonne volonté pour que chacun partage ces éléments du business model qu'on va pouvoir trouver des solutions nouvelles. Jean-Marc ? Alors, nous, chez MangoPay, notre position, elle est un peu différente. Pourquoi ? Alors, premièrement, parce que là, on vient de parler de business model, mais notre business model aujourd'hui, nous, il est éprouvé. On n'agit pas directement, en fait, contrairement par exemple à Numa, dans des actions ou projets spécifiques, en fait, dans le cadre de ces sujets-là. Par contre, notre position, c'est une position un peu de voir ce qui se passe et la façon dont évoluent en fait différents projets, différents marchés. Et en effet, pour comprendre, en fait, MangoPay a été créé en fin 2012, début 2013, et parmi, en fait, suite à la création de Litchi, parmi les premiers acteurs qui sont venus vers nous au départ, il y a eu notamment les plateformes aujourd'hui de crowdfunding qu'on connaît en France, type Ulule ou KissKissBankBank, qui avaient besoin de savoir en fait comment gérer cette partie paiement. Donc ça a été les premières sociétés qui sont venues vers nous, et très très vite après, on a la grande majorité de nos premiers clients sont des clients issus de l'économie collaborative, dont aujourd'hui certains qui ont une renommée quand même assez importante du type La Ruche qui dit oui par exemple, ou d'autres sociétés de location de voitures entre particuliers, location d'outils, etc. Donc on a très vite été en fait plus ou moins liés à ce qui se passe au niveau local, pour pas dire au niveau de la ville, de par nos clients. Donc on a vraiment cette position d'observatoire finalement quelque part, grâce aux services qu'on met à disposition de nos clients. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte que beaucoup d'acteurs se lancent notamment sur la gestion de la data et comment la monétiser. Et du coup, pour la monétiser, si à un moment il faut la payer, il faut un service de paiement. Et voilà, et comme je disais tout à l'heure, le consommateur qui dit un producteur, c'est La Ruche qui dit oui, c'est la personne qui a une maison qui produit de l'électricité, qui va devoir la revendre. Enfin voilà, on passe par vraiment beaucoup de projets où on voit un petit peu le chemin que peuvent prendre les choses. Et du coup, à notre échelle, ce qu'on va faire pour aider à ce développement-là, c'est développer des fonctionnalités bien spécifiques, aller sur des moyens de paiement qui sont un peu plus... dont le besoin est plus fort, du type des moyens de paiement biométriques par exemple, puisque on sait très bien que la carte bancaire d'ici quelques années ce sera plus forcément le support de paiement numéro 1. Donc voilà, on essaye plutôt d'accompagner en fait les acteurs du changement que d'être acteurs nous-mêmes. Donc c'est une position légèrement différente, mais qui est quand même très intéressante. Et qui est quand même liée aussi à cette difficulté culturelle, Emmanuel, vous le disiez très justement, comment faire collaborer une grande entreprise avec une hiérarchie très verrouillée, avec une start-up qui va vite. Donc il y a des rythmes différents, des mentalités, des façons de travail qui sont différentes. Comment on arrive à être médiateur au centre de ça pour faire avancer ces projets ? Alors, médiateur, si on était médiateur, on n'y arriverait pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, on impose notre rythme.
Et je pense que c'est ce qu'on a à cœur de faire, en tout cas chez DataCity, c'est d'être l'architecte. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la possibilité de faire sortir les employés, les ingénieurs, les techniciens, les start-upers de leur univers, les faire travailler ensemble et maintenir un rythme extrêmement exigeant sur lequel ils doivent s'adapter. Donc ça grince un petit peu au début, en tout cas nous c'est ce qu'on perçoit. Pas toujours, il y a des gens qui sont extrêmement ravis, mais ça grince parfois parce que le rythme de notre propre entreprise, les contraintes qu'ils vont avoir chez eux vont être différentes des contraintes que nous on va fixer. Voilà. Donc, mais c'est pour nous c'est la condition sine qua non sans laquelle ça ne se ferait pas. Donc on adopte des méthodes agiles, des méthodes des startups pour essayer de sortir des innovations sur des temps très courts, entre 6 et 9 mois, avec évidemment un risque d'échec parfois, mais la volonté de valider, et ça c'est très, très important, je suis complètement lié avec ça, des modèles d'affaires qui soient réplicables à grande échelle. On se moque de l'innovation pour l'innovation. On est là vraiment pour résoudre des enjeux qui sont majeurs, des enjeux de la ville, qu'aujourd'hui, on a 12 challenges qu'on a lancés avec la ville de Paris sur des enjeux aussi larges que la santé, l'environnement, la mobilité, qui sont des sujets qui nous concernent tous. Et l'idée, c'est de trouver des modèles d'affaires qui vont marcher. Voilà. On se heurte ensuite à un gros sujet sur la ville que je n'ai pas encore réussi à craquer, peut-être que vous avez réussi, c'est le sujet de la réglementation des marchés publics qui ne va pas nous permettre, une fois qu'on a une innovation qui marche, un modèle d'affaires, une entreprise et une start-up, d'avoir forcément toutes les conditions réunies parce que derrière, il y a des temps très longs. Il faut accepter, là encore une fois, que cette innovation soit divulguée au plus grand nombre parce que c'est les règles des marchés publics et donc ça pose des problèmes avec les acteurs qui s'engagent avec nous, parfois en se disant je m'engage dans un processus et les fruits de ce processus, même s'ils sont fructueux, il va falloir que je passe à travers cette réglementation. Donc là aussi, il y a des choses peut-être à inventer, à être innovant, et c'est sur des temps peut-être un peu plus longs. En attendant, notre conviction, pour finir, c'est que les idées, finalement, elles n'appartiennent à personne. Voilà. C'est-à-dire que les idées, on a tous des bonnes idées, mais ce qui va être extrêmement fort, c'est de croiser ces idées. Du croisement de ces idées et de ces données vont sortir, à mon sens, les innovations les plus fructueuses. Et l'exemple que je vous prenais sur l'implantation des bornes électriques en est le cas. Je pourrais vous citer un autre exemple sur l'éclairage public où on a réussi à faire travailler Evesa, qui est la société qui gère l'éclairage public à Paris, avec une start-up qui a permis de trouver un modèle prédictif sur où passent les piétons en utilisant la donnée des téléphones portables. Voilà. Et ça a permis de faire des économies de plusieurs millions d'euros à la ville de Paris. On est en train de dérouler ce process. On l'a testé sur le 14e arrondissement, on va le dérouler un peu plus en avant, sans avoir à mettre des connecteurs et des capteurs de présence dans les lampadaires qui étaient à un coût de plusieurs milliards d'euros. Voilà. Donc les solutions concrètes, elles existent, ça marche, mais il faut cette volonté toujours à cœur de les faire aboutir et malgré les contraintes publiques ou autres de cloisonnement qu'on peut avoir. Ça devient inévitable de travailler ensemble, Christine, aujourd'hui. Pour avancer, pour progresser, on ne pourra pas faire autrement que de consulter différents types d'acteurs, privés, publics ensemble, petits, gros acteurs. C'est indispensable. Ouais, c'est vraiment indispensable. C'est pas juste du discours, c'est vraiment quelque chose qu'on vit dans nos projets. Et je dirais, même au-delà des acteurs, je citais tout à l'heure ce démonstrateur où on travaille avec des acteurs d'autres entreprises, mais au-delà des entreprises, des acteurs traditionnels qui fabriquent la ville, les collectivités, les bureaux d'études, les architectes, les urbanistes, il faut aussi travailler avec le citoyen. Et comme le disait Emmanuel, tout le monde a des bonnes idées. Les citoyens, ils ont une expertise d'usage finalement de leur quartier, de là où ils vivent au quotidien. Et du coup, on a vraiment développé des approches nouvelles pour intégrer l'expérience finalement du citoyen dans la manière dont on va concevoir nos projets. Et donc, Bouygues Construction a mis au point un serious game qui s'inspire en fait des techniques de design thinking et de gamification qui sont bien connues dans le monde du numérique pour justement intégrer dès la conception du projet, enfin vraiment très en amont, quelles sont les attentes à travers des jeux de rôle, quelles sont les attentes en fait des utilisateurs, quelles sont les innovations qui les intéressent et celles qui ne les intéressent pas.
Comment vous allez chercher ces informations, justement? Alors en fait, on sélectionne des représentants de la collectivité, quand c'est possible, des riverains, des associations, des régies de quartier, des entreprises, des commerçants, autour du site qu'on va construire. Et on les réunit pour une demi-journée ou une journée entière. Ça dépend un petit peu du contexte. Et puis, chacun joue le rôle, l'un d'un actif, l'un d'une mère au foyer, l'un d'un enfant, et se met à la place des attentes de ces personnes-là. Et on teste un certain nombre d'innovations, de priorités sur le quartier autour des sujets, des nouveaux services attendus, des services de proximité, de l'énergie, de la gestion de l'eau, de la gestion des déchets, du numérique dans la ville. Et comme ça, on arrive à tester finalement les innovations qu'ils attendent vraiment. Comment ils voient leur quartier, parce qu'on leur demande aussi c'est quoi votre quartier rêvé. C'est un peu on fait un mur des rêves où ils mettent chacun ce qu'ils imaginent pour ce nouveau quartier. Et ça nous permet en fait non seulement de trouver des idées vraiment intéressantes, de donner du sens finalement à notre projet d'innovation urbaine, mais aussi de créer une énergie collective. Et ça, c'est très fort parce que du coup, on met autour de la table des gens qui, en sortant de cette séance, ont commencé à s'approprier le projet, même s'il n'existe pas encore, et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer dans la suite, parce qu'un projet urbain pour sortir, c'est très long, hein, c'est plusieurs années. Donc ça va être pour nous des points d'appui importants et qu'on va pouvoir solliciter. Et l'idée, c'est d'utiliser, pour l'instant, ce n'est pas un outil numérique, mais on est en train de réfléchir à le digitaliser, pour justement après créer une communauté de city players sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pendant tout le développement du projet. Donc je crois que remettre l'humain au cœur de ce processus d'innovation, c'est très important. Et il faut que chacun on le garde en tête parce qu'on a tendance à vouloir partir dans la techno et c'est normal parce que c'est très attractif, parce qu'on se dit ouais, on progresse, on avance, mais en même temps il ne faut pas oublier que derrière tout ce qu'on est en train de produire, c'est les habitants qui vont le vivre au quotidien et il faut que ça ait du sens pour eux. D'accord, partir de l'usager à la base. Jean-Marc. Oui, je voulais juste rebondir en fait sur le fait de travailler ensemble, que ce soit les acteurs publics, privés, privé-public, privé-privé. Mais il y a quelque chose, c'est en effet quelque chose d'important et comme tu disais tout à l'heure, il y a une chose que les acteurs publics ou certains acteurs privés n'ont pas, c'est la flexibilité que peuvent avoir les startups notamment. Et c'est entre autres aussi pour ça qu'on retrouve sur certains projets différents acteurs de différents types autour de la table. Par expérience, nous, de notre côté, par exemple, c'est vrai qu'on a des acteurs du même secteur que nous, donc c'est-à-dire du secteur bancaire finalement, qui potentiellement viennent vers nous, non pas parce que de façon réglementaire ou autre, ils ne peuvent pas faire ce qu'on ferait, mais c'est qu'à un moment, ils ont besoin de cette flexibilité et d'une rapidité en fait, d'exécution sur un projet qu'ils peuvent avoir, et du coup d'aller très vite. Et moi, ce qui me frappe, notamment, surtout en ce moment, avec des acteurs, de très grands acteurs qu'on n'aimera pas, mais c'est que généralement, on est contacté chez nous par les équipes ou les business units qui gèrent l'innovation et non pas forcément par les directions financières, comme ça peut l'être en fait dans d'autres types de sociétés ou comme ça pouvait l'être un petit peu avant. Aujourd'hui, c'est en effet des chefs de produits digitaux chefs de projets digitaux qui vont nous contacter, des chefs de projet innovation, parce qu'en fait, ils ont besoin eux-mêmes en interne de mettre à exécution un projet, un proof of concept qu'ils peuvent avoir pour aller prouver en fait à leur direction qu'ils peuvent avancer. Donc c'est vrai que voilà, le fait d'avoir différents acteurs, mais pas forcément publics ou privés, mais surtout sur l'ADN même en fait de l'acteur au sein du projet. Est-ce que c'est un acteur qui va permettre d'aller plus vite ou pas, est quand même très important. Et je pense que c'est quelque chose qui ressort beaucoup de toute manière chez Numa ou dans d'autres lieux ou programmes qui peuvent exister un peu partout dans le monde même. Ouais, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que ce qui est important et essayer de faire le lien avec les citoyens, c'est quand même très compliqué de savoir,
d'être légitime et de s'assurer à tout moment que l'innovation qu'on va porter, elle va convenir à tout le monde. Donc on a travaillé, nous, là-dessus cette année, en faisant un pilote, en demandant l'avis des citoyens, en faisant un vote sur le site de Paris. Bon, est-ce que c'est représentatif? Est-ce que les votes sont représentatifs? On peut avoir des débats pendant des heures sur ces sujets. Qui vote? On retombe sur les sujets de fracture numérique, qui sont des sujets extrêmement compliqués. Je pense qu'à minima, c'est important de pouvoir mettre au vote certains des projets et de s'assurer qu'on est en phase avec les attentes des citoyens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport à ce que tu dis, moi, je suis très confiant sur une espèce de volonté que je perçois chez beaucoup d'acteurs. Le petit bémol que je mettrais par rapport à toi, c'est surtout au niveau des services d'innovation, il faut que ça descende un peu plus et que ça percole un peu plus dans d'autres directions. Et c'est le gros enjeu que nous on a, c'est que les services d'innovation, oui, ils ont envie de travailler avec des startups, avec des acteurs de la ville. Demain, il faut que ça soit au niveau de toutes les business units. Et on a une espèce de fracture dans les grands groupes, je peux le dire pour avoir travaillé 10 ans dans un grand groupe, qui est entre les gens qui sont innovants et qui sont des change makers et ceux qui... c'est pas qu'ils ne sont pas innovants, mais ils ont leurs contraintes quotidiennes avec leur feuille de route, leurs objectifs chiffrés, et on n'est pas encore là dans un monde de collaboration parfaite, quoi. C'est-à-dire que l'enjeu de la data et du croisement des données, nous, c'est déjà un enjeu, avec les gens qui travaillent dans le programme DataCity, d'obtenir pour eux les datas auprès de leurs services informatiques. C'est déjà le premier enjeu, parce que qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu es sûr que tu vas les donner, etc. Donc, voilà. Néanmoins, ce qu'on essaie de créer au sein de ce programme, c'est pendant 6 mois ce sentiment d'urgence pour résoudre un problème et de donner les moyens à tous ces gens qui travaillent ensemble, des startups, des salariés, des employés de la voirie, des services urbains, d'être en capacité de dialoguer avec des mondes très différents et donc de se créer un langage commun. Cette idée d'avoir une ville apprenante qui apprend les uns des autres avec des langages qui sont très différents entre une start-up et un grand groupe, c'est un des enjeux qu'on a et c'est l'idée de la culturation pendant les premiers mois du programme DataCity pour qu'au bout de 9 mois, on ait des gens qui soient en capacité de faire face aux enjeux finalement de la ville de demain, de savoir dialoguer avec des acteurs très différents et de faire une ville qui est une ville résiliente. Voilà. Résiliente face aux enjeux qu'elle peut affronter. Donc si on devait essayer de trouver des solutions pour travailler collectivement en bonne intelligence, on a parlé de confiance, on a parlé de se créer un langage commun. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour... Je pense surtout que on n'a pas le choix, en fait. C'est surtout ça, et c'est aussi quelque part ce que je voulais dire quand je disais que, par exemple, il y a certains acteurs du même secteur que nous viennent nous voir. C'est qu'à un moment, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que la start-up, elle va avoir besoin du grand groupe ou de l'acteur public ou de la collectivité territoriale pour avancer. Et à l'inverse, ça va se faire de la même manière. Donc, on pourra mettre en effet plein de mots derrière, hein, confiance, plein de définitions, mais je pense surtout que c'est une question de choix, en fait, et qu'on ne l'a pas pour pouvoir avancer de façon concrète sur certains projets. Je crois qu'effectivement, à partir du moment où c'est un élément crucial, incontournable, cette collaboration pour le business des entreprises, au-delà des personnes en charge de l'innovation dans l'entreprise, chaque responsable de projet va se l'approprier. Enfin, moi, je le sens très bien, puisque j'ai travaillé en centrale chez Bouygues Construction avant sur des sujets de développement durable. Maintenant, je suis dans la filiale de développement immobilier. Et j'ai vu la transformation arriver avec les grands appels à projets du type Inventons la métropole du Grand Paris, où sur chaque projet, il faut trouver une approche innovante. Et donc, là, les responsables de projet, je peux vous assurer qu'ils vont solliciter tous les responsables d'innovation, les responsables de l'open innovation, par exemple chez nous qui travaillent avec les startups, pour aller trouver les startups qui vont bien sur les sujets de la biodiversité, du bas carbone, des tiers-lieux, et parce qu'il y a une nécessité. Et en plus, du coup, il faut apprendre à dialoguer rapidement et c'est une condition indispensable pour réussir l'offre. Donc voilà, à partir du moment où nos grands donneurs d'ordre publics attendent aussi cette innovation urbaine, tout le monde est un peu obligé de se mettre en ordre de bataille et les grands groupes doivent aussi se remettre en question, c'est vrai, sur leur manière de travailler. Parce que les startups, elles viennent nous bousculer et c'est bien, elles apportent de l'innovation, donc il faut qu'on apprenne à travailler avec elles pour être le plus efficace possible. Chacun à apprendre l'un de l'autre. Emmanuel, le mot de la fin.
Je pense que c'est un enjeu pour toute la ville. C'est un enjeu de vitesse. Voilà, c'est un enjeu de vitesse parce que les enjeux auxquels on fait face, on voit récemment, là dernièrement à Paris, avec la montée des eaux, on voit les enjeux de terrorisme, on voit des enjeux de mobilité. Les enjeux sont nombreux. Et les villes doivent apprendre à collaborer pour être résilientes face à ces enjeux. Aujourd'hui, on a une petite vision des enjeux qui nous attendent, mais une toute petite vision. C'est-à-dire que je pense qu'on a des nombreux défis qui nous attendent. Et Paris est un exemple parmi d'autres, mais DataCity se développe aussi à Singapour, à l'étranger, à Casablanca, à Bangalore, dans des environnements extrêmement divers et sur lesquels les enjeux sont nombreux. Voilà. Donc, pour moi, c'est un enjeu de vitesse. Si on veut, et en même temps un monde d'opportunités incroyable. C'est-à-dire qu'on est plus intelligent à plusieurs, il n'y a pas besoin de le répéter plein de fois. Et donc, il faut apprendre à travailler ensemble pour saisir ces opportunités, pour une ville plus résiliente. Pour être plus créatif. Merci à vous trois. Merci. Merci à vous tous.